Alors bonjour, bienvenue au sommet de la psychopédagogie positive. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Céline Wettman, que je connais depuis de très nombreuses années. Elle va nous raconter comment et elle va se présenter. Et donc, on va vraiment parler qu'est-ce que c'est que le métier de praticien en psychopédagogie positive et surtout le fait que c'est une approche douce, bienveillante et très créative, donc qui nous donne vraiment beaucoup de joie au quotidien. Bonjour Céline, Bonjour Isabelle. je te laisse te présenter. Oui, voilà, je suis dans la démarche de la pédagogie positive, si je peux dire, depuis plus d'une dizaine d'années, hein, puisque avant de te rencontrer toi, j'ai rencontré le livre Apprendre autrement avec la pédagogie positive. J'étais fabricante de bonheur au tout début, passionnée par les outils, les tout premiers outils que j'ai découverts en pédagogie positive. Et puis, j'ai décidé d'approfondir ma formation et puis de suivre le parcours des psychopédagogues, des praticiens en psychopédagogie positive, pour citer le titre complet, que j'exerce, pratique que j'exerce maintenant depuis une belle dizaine d'années, ici même au cabinet où j'accueille les familles et particulièrement et surtout les jeunes et les enfants. Alors toi, tu es au Luxembourg et puis dans ta carte d'identité, j'allais dire, tu as plus grand encore que la psychopédagogie positive parce que ensemble, on peut le dire, enfin grâce à toi, on a mené des projets Erasmus+. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on a fait? Enfin, je préfère que ce soit toi qui le présente. Ouais, je comprends. En fait, la pédagogie positive, ça ouvre pour moi tout un champ de possibles et ça nourrit évidemment ma motivation et ma créativité que je mets au service de mes suivis en psychopédagogie. Et puis d'autres projets, je forme des enseignants, puisqu'on a grandi la garde, donc je forme des enseignants, j'accompagne les parents en prévention du burn-out parental. Et puis, je me suis rendu compte que et les parents et les professionnels de l'éducation avaient besoin d'acquérir des ressources, plus que des outils, des ressources qu'ils peuvent s'approprier et des activités inspirantes à utiliser avec les enfants ou en classe. Et donc, je développe différents projets européens, dont un projet qu'on a fait ensemble qui s'appelle Pimp.éducation, où on a développé, rappelle-toi, des cartes de jeu en philosophie, pratique de la méditation et psychopédagogie pour développer donc les compétences psychosociales des enfants, donc leurs capacités cognitives, émotionnelles et sociales qui vont dans l'approche tête-cœur-corps de la pédagogie positive. Et puis là, dernièrement, on travaille encore ensemble, la Fabrique à Bonheur et à l'AGI et Geniali, autour d'un projet de vidéo, de capsules sketchnotées vidéo avec un parcours interactif pour que les parents et les professionnels acquièrent encore plus de connaissances autour du monde de l'enfant. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, c'est une approche très collaborative et créative. Donc, c'est ça qui est chouette avec la psychopéda. Et donc, moi, je me réjouis hein, de ça parce que ça permet de rendre notre sujet vivant. C'est-à-dire que la psychopédagogie positive, telle qu'elle a démarré il y a une dizaine d'années, quand toi, tu t'es formé, il y avait déjà toute la base, etc. Mais en fait, tous ceux qui se sont formés ramène d'autres choses et nous, on réfléchit à faire évoluer le parcours. Donc, c'est très vivant, c'est un processus qui va, notre objectif, hein, c'est que les enfants, les ados, les familles, mais même les jeunes adultes et les adultes aillent bien dans leur activité, dans leur travail, se sentent renforcés dans leur estime d'eux-mêmes, dans leur confiance. Donc nous, on œuvre à ça, chacune de notre côté de la frontière et même plus largement. Donc je suis très contente de discuter avec toi aujourd'hui de ça. Et justement, pour démarrer cette conversation, moi j'aimerais bien que tu me dises, on parle de psychopédagogie positive, donc certains disent ah oui, c'est du coaching scolaire ou c'est du soutien scolaire, etc. Mais en fait, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une réelle différence quand on est praticien en psychopédagogie positive? Euh,
Pour moi, la différence fondamentale, c'est que on s'inscrit dans le courant de la psychologie positive. Et donc, on s'inscrit dans cette dynamique qui vise à développer, à accompagner l'autre, disons comme ça, à nourrir son optimisme, son sentiment d'efficacité personnelle, la notion d'espoir et la notion de résilience. Donc ça, c'est le grand chemin pour moi de la psychologie positive que j'utilise au quotidien dans mes suivis de psychopédagogie positive. D'abord, c'est créer une relation humaine, chaleureuse, empathique avec les familles qu'on reçoit, sans jugement et sans condition, mais avec beaucoup de compréhension. Ce qui fait que les psychopédas, on a l'habitude de poser beaucoup de questions de curiosité. Alors, c'est pas des questions de jugement et pourquoi vous faites ça et comment vous faites ça. C'est plutôt dans l'idée de comprendre la mécanique dans laquelle l'enfant évolue et de voir à quel endroit on va pouvoir venir intercaler, si je peux dire, alors, ou des rituels, ou des changements, parce que pour qu'il y ait un changement de comportement, il faut qu'il y ait un changement de croyance. Et donc, on va devoir discuter avec surtout les enfants, parce que moi, je vois les parents, c'est pas que je les vois pas souvent, mais si je prends en charge les parents, je prends en charge les parents, mais si je prends en charge l'enfant, il devient mon interlocuteur privilégié. Et donc, je vais essayer de voir comment s'est construit aussi, comment il voit le monde, quelle est sa carte du monde. Et puis de là, je vais pouvoir l'accompagner à développer, comme je disais, de l'espoir, de la résilience. Par espoir, j'entends dans le champ de la psychopédagogie positive, du mieux-être scolaire en fait. Se dire que du mieux-être pour lui, pour sa vie sociale à l'école et puis pour ses apprentissages, puisque les enfants qui viennent voir les praticiens en psychopédagogie positive, ils viennent pas que pour des questions de troubles d'apprentissage ou de difficultés d'apprentissage. C'est certain qu'on a des jeunes en ce moment, beaucoup, parce que la fin de l'année approche, donc les examens, et donc il y a toute une série de jeunes de collège-lycée là, qui viennent pour des questions de méthodologie, d'organisation, de régulation du stress, etc., etc., parce que, il y a une certaine pression qui est mise aussi sur les résultats. Ce que je comprends tout à fait, puisque l'école, c'est aussi une structure où on attend, où on évalue des résultats. Avec la psychopédagogie positive, on va aussi, pas que, mais aussi valoriser les processus comment je peux dire, d'effort. Et si un enfant est en difficulté, on va essayer de voir d'où vient la difficulté, toujours encourager les efforts à mettre en place pour développer sa résilience. C'est vrai on a tendance à, moi j'entends beaucoup ça, de dire on est sur le résultat, donc les parents sont sur le résultat, et c'est presque le résultat quoi qu'il en coûte. Et ils ont du mal à penser, et ça rejoint ce que tu disais sur la question des croyances, qu'on peut avoir du résultat et du bien-être. On peut être sur le processus et se sentir bien et au fur et à mesure obtenir des résultats, mais c'est pas l'un ou l'autre. Et donc, j'aime bien cette idée que tu amènes de il faut déconstruire les croyances, et notamment la croyance qui dit que il faut souffrir pour réussir, ça doit être vraiment dur parce que sinon on ne l'a pas mérité. C'est vraiment quelque chose que je ne peux pas entendre, ce truc-là. Il y a une autre croyance que j'aime bien déconstruire, puisque tu parles de croyance, c'est la croyance que, en fait, comment je peux dire, c'est un constat qui est que, en tant que parent, et je suis maman aussi, donc voilà, notre enfant est unique, notre enfant a son identité, son profil, et on a envie que, comment, on a envie qu'il soit traité finalement selon qui il est, dans une espèce de hyper-personnalisation. Évidemment, en tant que praticien psychopédagogique, quand un enfant vient nous voir, c'est pas un autre. Si le petit Enzo, il vient me voir, c'est Enzo. Et donc, je vais considérer Enzo dans toute son unicité, et je vais l'accompagner dans ses difficultés à lui. En revanche, ce que je vais aussi expliquer,
parce que moi, je me suis spécialisée dans les stratégies d'apprentissage et dans les techniques d'enseignement, parce que je suis une prof à la base, c'est que en fait, il y a des invariants pour apprendre. Et que qui que tu sois, bien que tu sois ceci ou cela, et j'utilise une restriction de manière volontaire, il y a quand même des étapes, des procédures, des processus pour apprendre. Or, l'école, que ce soit en Belgique, en France, au Luxembourg ou en Suisse où je suis intervenue aussi, euh, a de plus en plus à cœur, on va le dire comme ça, d'outiller les élèves dans leur métier d'élève et leur donner des stratégies d'apprentissage. Je pense qu'en tant que praticien en psychopédagogie, on est extrêmement sensible à donner aux enfants, pour moi c'est tous des grands enfants, mais à donner aux enfants un fil d'Ariane, un fil conducteur dans leurs apprentissages qui font que, et de ce point de vue-là, pour répondre à ta première question, on n'est pas du soutien scolaire. On n'intervient pas sur du conjoncturel, on intervient de manière structurelle avec les enfants. Moi, par exemple, tu vois, au Luxembourg, je ne parle pas allemand ni luxembourgeois. Et pourtant, toutes les semaines au cabinet, j'ai des enfants qui apprennent l'allemand et le luxembourgeois. Alors, les parents, ils me disent, mais Céline, comment vous allez faire si vous ne parlez pas ou tu vois, j'accompagne des plus grands sur des équations affines ou je sais pas quel bazar en maths. Moi, je suis linguiste, donc les maths, c'est pas ma tasse de thé. Mais en fait, c'est pas moi qui apprends, c'est eux. Moi, ce que je connais, c'est le fonctionnement du cerveau, puisqu'en psychopéda, on est formé en neurosciences. Je connais les stratégies d'apprentissage et je me rends compte souvent qu'ils apprennent leur enfin, qu'ils ont une façon d'apprendre et qu'ils essayent d'apprendre une poésie, leur table de multiplication, préparer un exposé oral, tout en faisant la même chose. Oui, 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 c'est vrai. Ils ont un seul outil dans leur boîte à outils, ils ont un marteau. Et quand tu n'as qu'un marteau, il y a tout qui ressemble à un clou. Oui, c'est ça. L'idée pour nous, c'est de leur dire, ah bah, tu vois, si tu veux couper un arbre, c'est plus facile d'utiliser une scie qu'un marteau, même si avec le marteau, tu vas y arriver. Mais tu t'épuises. C'est en ça que tout à l'heure, tu disais, on cherche le mieux-être, en fait. On cherche qu'ils apprennent bien, que ça soit pas douloureux, parce que je pense qu'on partage tous et toutes cette passion autour de l'apprentissage. Euh, Ça, de la joie d'apprendre. Moi, je suis toujours un peu enfin, surprise. Je le sais, mais quand je le constate et que je l'entends dans mon cabinet, il y a quelque chose en moi qui ne peut pas se résigner, qui est que au départ, il y a un enchantement de l'école. Oh, les enfants sont hyper curieux. Il y a un enchantement d'apprendre, même depuis tout petit. Et puis tout d'un coup, bing, arrive le désenchantement. Tu vois, c'est presque comme dans une histoire d'amour, sauf que là, on ne peut pas divorcer, on ne peut pas se séparer de l'école avant longtemps. Donc du coup, il y a ce désenchantement. Les enfants y vont avec des chaussures en plomb. Ils sont fatigués, ils en ont marre, ça pèse, c'est une contrainte. Alors, il y a de la contrainte, hein, dans le parcours scolaire, on est obligé, il y a des passages obligés, comme tu disais, il y a des invariants, il y a des choses qu'on doit apprendre à faire, mais dans cette contrainte, on doit pouvoir trouver du plaisir. Et je trouve que aujourd'hui, dans ce que j'entends dans mon cabinet, il y a de moins en moins de plaisir. Donc nous, on est là aussi pour ça. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de redonner le plaisir, de la curiosité, de Et trouver. il passe par le sentiment de compétence, le Ouais, plaisir. Voir un enfant qui sort ici après, moi, les séances, elles durent 60 minutes. Voir au bout de 60 minutes bah, qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que l'enfant se sent, je ne vais même pas dire pas si nul, que l'enfant se sente bon, qu'il se dise, OK, j'ai encore du travail à faire, OK, j'ai pas tout compris, mais j'ai compris plein de choses. Et en fait, c'est ce sentiment d'efficacité qui va lui donner, ou en tout cas ce sentiment de compétence, ou de se dire, bah, même si je ne sais pas le faire, j'ai des ressources. Il n'y a rien de pire que de se sentir perdu, en fait, à pas savoir, parce que très souvent, les enfants sont de bonne volonté. C'est pas qu'ils oui, ne veulent pas, c'est qu'ils ne savent pas comment faire. Et puis, évidemment, pour les parents, bah,
il y a quelque chose qui se joue autour du temps des devoirs, hein. Bruno Humbeck, dans son livre justement sur l'hyperparentalité, il rappelle à quel point on peut voir tout le stress aussi des parents qui se jouent à deux endroits, autour des stades de foot, sur les rangées des stades de foot, et au moment où on fait les devoirs, parce qu'on sait bien en tant que parent qu'il y a quelque chose qui se joue dans les devoirs. On a envie que l'enfant réussisse, et puis souvent aussi on n'a pas envie d'y passer notre week-end à faire les devoirs. Et on a tendance à transmettre nos recettes à nous, qui ont fonctionné pour nous, à nos enfants. Euh, J'adore ma maman et Mamita, si tu regardes cette vidéo, c'est avec beaucoup de tendresse que je dis ça, mais quand j'étais petite, que je devais apprendre une poésie, Mamita, elle me disait gentiment, Céline, il faut aller la recopier 5 fois dans ta chambre. Ben moi, j'ai recopié 10 fois Le Dormeur du Val et j'étais incapable de la retenir. Je pleurais, tu vois, de ça. Euh, et aujourd'hui, ben, j'ai des enfants qui défilent ici, mes propres enfants, et on dessine, on transforme, on manipule, et ça se fait dans la joie. Et les enfants, ben, c'était pas difficile. Ben non, c'est pas difficile d'apprendre quand on sait comment faire. Et les praticiens psychopédas, ils ont ce savoir et ce savoir-faire qui est différent du coaching scolaire et du soutien scolaire. Moi, prof de maths, j'ai un copain qui est docteur en maths, c'est pas pour autant qu'il explique les maths avec clarté et limpidité, tu vois. Oui, c'est ça, oui. Oui. Il y a à la fois, donc, c'est remettre de la joie dans le processus d'apprentissage. Parce que quand on se dit, ah, finalement, c'était pas difficile, il y a à la fois de la joie d'avoir réussi et il y a de la confiance qui monte. Donc, et même, moi, j'ai l'impression qu'en tant que praticien, parfois, on a confiance pour ceux qu'on reçoit. Parce que certains sont vraiment au fond du fond du fond de la confiance. Ils ont 0 gramme, il ne reste plus rien. Le bocal est vide. Donc souvent, moi, je dis, bah, tu vois, pour le moment, toi, tu n'as pas tellement confiance. Et moi, j'ai confiance pour toi. Hein, je vais t'amener cette chose-là. Donc, on va soutenir sur la question de la confiance. Et comme tu le dis, à force d'acquérir de la compétence et d'aller frotter ça au réel, bah, tu sens que tout d'un coup, ça grandit et que la confiance, tu n'as plus besoin d'avoir confiance pour celui que tu accompagnes puisqu'il a lui-même confiance en lui. Donc, je ne sais pas comment toi tu le vois, mais moi, j'adore ce Et moment-là. c'est aussi aux parents, en fait, parce que quand les parents viennent nous voir, parfois, ils sont perdus, ils ne savent plus comment faire, ils ont confiance en leur enfant, mais c'est douloureux. Euh, et donc, c'est vrai que le fait de poser ce regard, comment je peux dire, ce regard sacralisant, non, ce Oui, regard sur l'enfant, parce que la base de notre travail, c'est de croire en l'éducabilité de l'enfant, de te dire quel que soit l'enfant qu'on a en face de nous, ça c'est la base de la garandrie de la gestion mentale, par exemple, hein, qui est une racine importante des praticiens en psychopédagogie positive. Ben, on- on- notre présupposé, c'est de penser que tout le monde peut apprendre, qu'on peut accompagner chacun, le prendre là où il est et l'amener quelques pas plus loin, dans la joie, dans la bonne humeur, comme je disais, sans jugement, sans blesser ou sans humilier. Je pense que ça, c'est important de poser un cadre sécurisé, un cadre qu'on appellerait bienveillant, parce que parfois aussi, l'enfant ne se met pas en route, tu parlais de motivation, parce que cette peur de mal faire ou de commettre une erreur, c'est compliqué. Donc, dans les suivis, il y a une place importante à comprendre que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Et on a beau le dire, c'est une phrase un peu comme ça, tu sais, qui est lue et répétée partout, mais leur faire expérimenter par des jeux, par des exercices, même des jeux de société, hein. Beaucoup d'entre nous, comme praticiens, on travaille avec des jeux de société. C'est pas juste pour faire les devoirs. De ce point de vue-là, comme je disais, on n'est pas du soutien scolaire. De ce point de vue-là, moi, je ne fais pas que des devoirs avec les enfants et parfois, j'en fais pas. Et pourtant, ils ont des résultats scolaires qui, qui progressent, qui progressent. Et c'est bien parce qu'il y a d'autres choses qui se jouent à côté de la partie académique à l'école. oui, c'est ça, c'est vraiment la question. Alors, donc ça, c'est aussi cette chose que moi je trouvais importante au tout début. Donc,
comme moi je suis arrivée d'une clinique du travail, en psychologie du travail, de dire si il y a le rapport du sujet à son activité, donc y trouver de la joie, grandir, sentir qu'on contribue, ou bien au contraire y trouver de la souffrance parce qu'on n'y arrive pas. Donc s'il y a une clinique de l'activité pour les adultes au travail, alors il y a une clinique des apprentissages. Ça veut dire que dès le moment où on met le pied à l'école et on va me dire, tu vas bien écrire entre les deux lignes et tu vas essayer de faire en sorte que ton L soit pas un L énorme mais un tout petit E, etc. Donc, on va me mettre une consigne. Je vais devoir suivre la consigne et essayer d'y répondre au mieux. À partir de ce moment-là, on est dans un rapport à l'activité. Mais le rapport à l'activité, il est à l'école, mais il va être aussi à la maison. Parce que si tout d'un coup on me dit, tiens, regarde, je vais te donner ce petit couteau, tu vas couper les carottes, eh bien là aussi, je suis dans une activité et ça enclenche forcément ma confiance en moi, mes compétences, etc. de la même façon. Donc en fait, quand nous, on accompagne, on accompagne, comme tu le dis, à la fois sur les devoirs, mais plus large que ça. Notre entrée, c'est les devoirs. Mais en fait, on va aider à construire des enfants qui vont devenir des ados, puis des adultes qui vont être sereins, qui auront confiance dans leurs ressources. Donc voilà, c'est quand tu dis je fais pas que des devoirs, c'est de ça dont tu parles, non? C'est ça. Mettre des mots aussi sur ce qui se passe bah, dans leur tête au niveau des apprentissages, évidemment, hein, mais aussi mettre des mots sur ce qui se passe dans leur cœur. J'entends par là, tu sais, il y a une vague de mode hein, autour de, et à bien, hein, euh, Oui, autour des émotions chez les enfants et du développement, comment dire, de l'intelligence émotionnelle des enfants. Et la toute première étape pour les émotions, ça va être déjà de les ressentir dans son corps et puis ensuite de pouvoir les identifier ou de les nommer. Et par exemple, ben, quand on demande à un enfant ou même à des adultes, hein, je le fais aussi en formation adulte, mais de trouver 4 ou 5 adjectifs pour dire j'ai peur, ou je suis triste, ben on a souvent je suis triste, je suis attristée, ouais, euh, tu vois, je suis peinée, mais on a 4 5 mots pour dire tout ça. Et donc nous, quand on travaille avec les enfants en séance, ben ils développent aussi au niveau des fonctions cognitives leur langage. L'étendue de leur langage, la précision de leur langage, et pas que dans le langage scolaire, parce que l'école a sa propre langue, hein, que parfois les enfants ne décodent pas non plus. ouais. Les mots de l'école, hein, MOTS, Oui. parfois ça donne les mots de l'école aussi, parce que bah, c'est un autre langage. Bah, de la même façon, quand on est en séance, on prend le temps de parler avec les enfants et de mettre des mots sur ce qui se passe pour eux ou pour les autres. Et ça, je pense que ça les accompagne à s'approprier leur environnement et le réel autour d'eux. Et donc, ça contribue à les faire grandir en sécurité, en fait, parce que en compréhension. Il y a cette dimension-là aussi qui est que quand un enfant arrive, quel que soit son âge, un enfant ou un ado, etc., comme tu disais, il y a un regard bienveillant et une approche sans jugement qui fait que on va le prendre au sérieux. En tout cas, ce qui l'amène, c'est important pour lui et on va lui reconnaître ça. À aucun moment on va dire oh ben dis donc, c'est pas si grave que ça ce que tu as, etc. On va jamais évaluer le ressenti. C'est vrai, n'empêche. Et parfois, ce sont les enfants eux-mêmes qui vont dire c'est pas grave. Je me souviens d'un petit gars qui était venu dans mon cabinet il y a quelques années. Il m'expliquait que sa maîtresse lui tirait les petits cheveux là parce que vraiment il était trop nul et agaçant. Il s'est avéré qu'il était dyspraxique, on ne le savait pas à ce moment-là. Et il me raconte ça, ça m'a attrapée et j'ai senti 2 larmes qui coulaient. Bon, et on était en juin, j'étais un peu fatiguée, donc euh, lui il me dit, mais non, mais c'est pas grave. Et je lui dis, bah si, ce que tu viens me dire, c'est très très grave. Parce que moi, j'ai vécu ça il y a longtemps dans une autre vie au XXe siècle au moment où l'école, elle pouvait être maltraitante. Violente, ouais, Ça, c'était une maltraitante. autre façon d'accompagner les enfants.
et je croyais que c'était fini. Et là, tu me dis quelque chose qui me touche énormément. Et donc, c'est grave de dire c'est grave. Tu peux pas me dire que c'est pas grave. Et puis après, je me suis tournée vers la maman en disant, bon, d'un autre côté, si mes patients me font pleurer, c'est qu'il est temps que je prenne des vacances. Mais il y a cet Des fois, c'est accueil-là de la touchant. parole. Il y a cet accueil de la parole. Et je pense que il y a prendre au sérieux ce qui arrive sans se prendre au sérieux parce que nous, on va amener de l'humour, on va amener de la légèreté, on va amener du jeu. De Ça la va être... flexibilité mentale. Mhm. Ah oui, c'est ça. Tu disais tout à l'heure, tu sais, moi, je dis souvent, on fait pas du cure. Donc, cure, c'est guérir, soigner dans le sens Oui. guérir en anglais, comme soignent des médecins. On n'est pas, moi, personnellement, je suis pas thérapeute. Après, il y a peut-être d'autres collègues qui sont praticiens en psychopédagogie positive, qui ont une casquette de psychologue ou de thérapeute. Moi, c'est pas mon cas. Je fais pas du cure, mais je fais du care. C'est-à-dire, je Mm. prends soin. Je prends soin alors de l'enfant ou de l'élève Ouais. qui m'est confié, pour dire comme ça, mais je prends soin aussi de son alliance pédagogique. C'est-à-dire, je prends soin de le raccrocher à l'objet d'apprentissage, de le raccrocher à la joie d'apprendre, à la découverte, aux questions de curiosité, le fameux CQQ et CQQ s'est occupé qu'on ramène aussi à la maïotique de Socrate. Donc, je montre des photos de Socrate. Enfin, après, tu vois, genre, j'ai des photos montage. Je leur dis, mais tu crois que c'est une photo de Socrate? Donc, on réfléchit un peu. Et puis, ou de Léonard de Vinci. Puis, on se dit, bah non, ça peut être une C'est photo. le selfie de Ouais, Léonard de c'est Vinci. ça. Donc, c'est chouette. On se marre, en fait. Tu vois, nous, on commence toujours. Moi, j'ai des activités starter. Donc, moi, j'ai un grand coloriage collaboratif. Ou alors, on met de la musique. Et on réveille notre corps les 5 premières minutes de l'activité. C'est karaoké. Samedi matin, 8h30 ici, c'est fiesta. Donc, ça leur fait du bien et ils en redemandent parce qu'ils savent qu'ils sont considérés comme des êtres pensants. Oui, c'est ça, pour lesquels je reconnais leur émotion, leur capacité cognitive, Et moi, je trouve, tu vois, tu dis, je suis leur pas intelligence, voilà, thérapeute. leur intelligence. Même si tu n'es pas thérapeute, je pense que la manière dont on accompagne est thérapeutique. Elle prend Elle soin. fait du bien. Elle prend Elle fait du soin, bien. oui, c'est Elle ça. prend soin, oui. Elle prend C'est ça, soin. on prend soin, on entend vraiment, on accueille, oui, on va prendre au sérieux et on va pas se prendre au sérieux, donc on va ramener de la légèreté. Donc, en général, quand ils sortent, ils sont plus légers que quand ils sont arrivés. Comment toi, tu le vois dans ton cabinet, mais même les parents sont plus légers. Souvent, les parents, ils disent, oh là là, c'est quand même incroyable chez vous, c'est détendu. Je dis, bah, il manquerait plus qu'on rajoute du pathos à du pathos, quoi. Oui, Ou... et il veut venir. Et il veut venir. Oui, c'est ça, il veut venir, oui, c'est ça. Samedi matin à 9h, il veut venir, alors que, bah, parce que moi, je propose les rendez-vous le samedi. C'est aussi plus kind, hein, Oui, plus oui, facile pour les familles le samedi. Et des fois, les mamans, elles me disent, c'est souvent les mamans qui accompagnent. Parfois, les papas viennent chercher, hein, oui. il y a un relais quand même. Euh, et puis, elles me disent, ah là là, il y a jamais aucun problème pour venir chez Céline. Donc, il y a quelque chose qui se crée avec l'enfant qui fait qu'il passe un moment où il sait qu'on va prendre soin de lui, prendre soin de son cerveau, prendre soin de ses apprentissages et ça leur fait du bien, quoi. Et qui est un lieu de ressourcement, parce que moi, tu vois, par exemple, j'en ai certains que j'ai vus quand ils avaient 8 ans, mais ils me réécrivent un petit message en disant, coucou, est-ce que tu te souviens toujours de moi? Maintenant, j'en ai 18, donc là, moi, je prends un coup quand même, mais Bah, tu ne vieillis pas. ouais, ils savent qu'il y a un lieu de ressources et un lieu de ressourcement. Et de dire, bah, aujourd'hui, je t'amène ça. Et ils viennent tout seuls à ce moment-là parce qu'ils sont beaucoup plus grands. Et comme il y en a, je me souviens, hein, l'année dernière, qui m'a dit, j'avais tellement apprécié la manière dont tu m'avais accompagnée quand j'étais petit. Je me souviens de ça. Il se souvenait, pas précisément, mais en tout cas, il se souvenait que c'était un endroit qui lui faisait du bien. Donc, il a voulu revenir pour, voilà, questionner je m'interroge sur mon parcours, qu'est-ce que je vais faire, j'ai fait telle étude, mais qu'est-ce que tu en penses? Et je sais, tu vois, c'est un moment de flottement entre deux. Et je trouvais ça, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, ils reviennent à un moment dans cet endroit où ils ont trouvé de la ressource à un moment donné.
Donc, je ne sais pas si toi, tu les revois de temps en temps. Moi, quand j'ai fini un suivi, je dis toujours, tu sais que ce lieu existe, tu reviens quand bon te semblera, quoi. Moi, je revois leurs copains, tu vois. Donc, en fait, j'ai plutôt un nouveau jeune qui va venir me voir et qui va me dire, ouais, vous avez accompagné Félix et j'ai vu tel outil ou tel outil sur le mur de sa chambre, par exemple. Et donc, du coup, et j'ai vu que ça marchait pour lui. Donc, j'ai des retours un peu comme ça où je me dis, ben voilà, c'est ils sont en chemin, ça a été porteur. Et il y a cette espèce de, comment je peux dire, moi j'ai trouvé comment réussir, comment me raccrocher. Et je te donne, tu vois, je te passe le flambeau, quoi. C'est un Oui, peu, c'est un peu, là, à cet il y a le côté endroit-là, du tu vas c'est trouver une possible. réponse. Ouais, il y a le côté du c'est possible, il y a un chemin, quoi. Et Euh, d'un autre côté, c'est intéressant que tu dises ça parce que tu vois, donc le fameux copain du Félix qui a dit, ouais, j'ai vu que ça avait marché pour lui. Quand il arrive chez toi, c'est pas forcément ça que tu vas lui faire faire. ah non. Parce que nous, on le répète et tu vas le redire aussi, je pense que tu vas expliquer, il n'y a pas de protocole préétabli. On n'a pas petit un, vous faites ci, petit 2, vous faites ça, etc. Parce que les enfants, il n'y a pas, comment dire, tous les enfants ne sont pas pareils, Dieu merci, et on ne va pas les faire rentrer dans un tunnel et une démarche dont ils ne vont pas sortir. On va prendre en compte en questionnant justement, comme tu le disais au tout début, on a notre outil du CQQ, c'est occupé, notre questionnement ouvert qui va permettre d'aller creuser, 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 et le copain de Félix, il va peut-être repartir avec carrément autre chose. Euh, il y a donc il y a des problématiques qui sont différentes et qui concernent chaque élève et chaque famille. Euh, et puis, comme je disais, il y a des invariants. Un des invariants, par exemple, c'est l'organisation quand même de ton cartable, tu vois, Bien sûr. parce que, parce que moi, j'ai eu des séances ici où en fait, l'ado, je lui demande, ben voilà, il a des examens qui arrivent, donc je dis, bah écoute, pose ton classeur sur la table, qu'on regarde un peu ce qu'il y a là-dedans. Moi, à la séance 1 ou 2, ça me permet un peu d'évaluer pas tellement la charge de travail, la matière, tout ça me permet d'évaluer comment l'élève entre en apprentissage, en fait. Et là, je me rends compte qu'au fond du sac à dos, il y a tous les cours qui sont mélangés, des cours d'anglais avec des cours de bio. Parce qu'en fait, si tu sais pas ce que tu dois apprendre, tu peux pas l'apprendre. Oui, c'est Donc ça. déjà, la base, c'est de savoir ce qu'il y a dans ce cours de bio à apprendre. Et donc, il y a des feuilles, tu sais, d'anglais, d'espagnol, tout un bazar qui sort du sac, de la banane écrasée. Et donc, j'ai eu passé une séance à nettoyer, aller dans la salle de réunion à côté où j'ai un évier, à nettoyer le sac à dos. Enfin, c'est le jeune qui nettoie son sac, hein, attention, hein, chacun sa banane. Mais tu vois, à discuter avec le jeune sur quand même l'importance du soin de ses affaires, du soin de soi aussi, hein. Euh, Oui, oui. donc voilà, donc par exemple, c'est dans aucun protocole le nettoyage de bananes dans le cartable. Mais en même temps, mais en même temps, ben, il faut bien le faire parce qu'il faut bien expliquer à ce jeune que l'organisation, ça va faire partie d'une méthodologie de travail pour maintenant et pour toute la vie et qu'en plus, ça va lui faciliter la tâche. Ben, ce jeune, quand on est parti, c'était je pense la séance 2. À la fin de la séance, il était content d'avoir un cartable propre, mais un peu gêné quand même parce que bah voilà, c'est jamais te faire cueillir comme ça, parce que tu imagines bien que quand j'ai vu cette banane au fond du sac, je me suis dit, ça, il y a quelque chose à travailler avec lui. Et puis, tu vois, en discutant, je me suis rendu compte bah, qu'à la maison, il n'y avait pas d'endroit où ranger les affaires, par exemple. Tu sais, même un petit meuble cube suédois, là, tu sais, pour poser les affaires, ben, je me suis rendu compte que cet ado-là, il n'avait pas d'endroit pour déposer la chose scolaire. Et donc, il portait ça, tu sais, un peu tout le temps sur son dos, comme ça. Euh, donc, ça a permis de lever quelques problématiques et donc quelques solutions pour mettre du mieux-être. Et donc, comme tu disais, en fait, on voit un enfant ou un jeune arriver, on essaye de comprendre, de voir où sont les premiers besoins ou les symptômes, parce que parfois il y a des besoins exprimés ou pas.
Et puis de transmettre les fondamentaux de l'acte d'apprendre. Et ici, dans l'exemple que j'ai donné, en l'occurrence, c'était l'organisation du matériel, puisque si je ne sais pas ce que je dois apprendre, je ne peux pas l'apprendre. Oui, oui. Pour d'autres enfants, ce sera l'acceptation de l'erreur. Voilà, ça va dépendre des Oui, problématiques. même la question de l'hygiène de vie, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas conscience qu'il est nécessaire de boire de l'eau et que quand ils sont pas motivés, fatigués, c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'ils sont déshydratés, par exemple. Que s'ils ont mangé plein de sucre avant de se mettre à travailler, il y a peu de chances qu'ils arrivent à bien être focus sur leur activité parce que bah, tout d'un coup, il y a trop de sucre dans l'organisme, que le sommeil, ça aide également. Tu vois, il y a vraiment des choses, parfois, on se dit, bah, ça semble évident, mais pour certains, ça ne l'est pas tant que ça. Tu vois, par exemple, pour ton ado, là, de dire, bah, j'ai une banane écrasée dans le sac, ouais, bah non, parce que ça raconte quelque chose de je fais pas gaffe, donc je fais pas gaffe à moi, donc en fait tout est pesant quoi. Et à Et c'est partir du ça. Et là, moment il a expérimenté par la banane qui était parce que c'était collé sur les feuilles de bio, de maths, d'anglais. c'est Donc, ça. tu Et vois, mais toi, quand tu prends soin de lui et en disant tiens, viens, on va déjà faire un truc qui semble indispensable, qui est nettoyer le sac, et ben ça c'est déjà un premier acte. Tu vois, c'est déjà de la psychopédagogie positive. absolument. Et Et des vraiment, fois, on me dit, oui, mais est-ce que tu es vraiment là pour ça? Et moi, je me dis, oui, c'est vraiment là. Et parce que moi, c'est vraiment là où j'ai envie d'être aussi, tu vois. J'ai vraiment envie d'être dans le prendre soin de leur tête, de leur corps, de leur cœur, et être un de ces adultes balises aussi sur le chemin de leur mieux-être. Il faut pas oublier que le monde là dehors, il n'est pas drôle. ah Euh, oui. Toi comme moi, on avait des séances pendant la période Covid. Alors tu vas me dire, oui, c'était il y a 5 ans maintenant. C'est vrai, mais depuis qu'on est sorti de ça, bah, le monde là-dehors, il n'est pas bien plus drôle. Et du coup, chez beaucoup d'enfants ou d'ados, il y a cette, comment je peux dire, il y a cette pas envie de grandir ou cette pas envie de devenir autonome, etc., etc. Et cetera. Et donc, on souhaite en tout cas les accompagner à gagner en confiance et en sécurité pour y aller, quoi. Ouais, comme tu disais, tu vois, la question de donner de l'espoir, hein, c'est important cette chose-là. Tu vois, on parle du Covid, c'était déjà il y a 5 ans, on se dit c'est derrière nous, mais les effets sont encore là. Moi, je vois des enfants aujourd'hui qui étaient des enfants de primaire qui sont maintenant au collège ou du collège qui sont maintenant au lycée. Il y a encore cette anxiété qui est là, il y a encore quelque chose qui s'est figé ou qui s'est pas bien installé parce que ils étaient dans une tension infinie en fonction de la manière dont le confinement s'est passé. Donc il y a quand même il y a les répliques, hein, comme dans un tremblement de terre, les répliques, elles sont encore là euh, en 2025 sur quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans. Et donc, il faut pouvoir redonner de l'espoir, redonner du pouvoir d'agir, sentir qu'on a quelque chose et qu'on peut, qu'on ne subit pas simplement, qu'on devient acteur. Et nous, notre rôle, à mon avis, c'est aussi celui-là, quoi. Et aussi du principe de réalité, parce que un jeune qui arriverait et qui me dirait, ah Céline, je peux devenir astronaute ou Génial. vétérinaire, ou Ouais. évidemment, je soutiendrai, j'encouragerai le rêve et le désir de se dépasser, mais en même temps, on est aussi là pour leur rappeler le principe de réalité. Ça. Dire, OK, et si tu veux réaliser ce rêve-là et que ça devienne un projet pour toi, alors il va falloir développer tes compétences, je sais pas moi, en sciences, en mathématiques, etc., etc., si tu veux atteindre ce rêve-là. Parce qu'on pourrait nous étiqueter un petit peu, tu sais, de praticiens, bisounours, comme ça. Or, c'est pas du tout le cas. On fait travailler laborieusement, si je peux dire, Oui, les enfants et les ados sur des sujets qui les grattent parfois ou qui sont complexes, mais on fait ça avec une approche extrêmement, comme tu disais, douce, bienveillante, soutenante, qui fait qu'il y a une adhésion et une confiance qui se crée, qui se laisse aller, il se laisse accompagner.
Oui, oui, il y a ce côté-là où, dans nos cabinets, ils peuvent vraiment se déposer. Ouais. Quelque chose où tu dis, regarde, ton sac, là, ton poids que tu as sur les épaules, tu vas pouvoir le déposer à côté, on va se relaxer et tout va aller bien. C'est un peu ça aussi. Et tu as raison de dire que on va pas, on n'est pas dans le ah oui, tu veux faire ça, c'est merveilleux, allez, on y croit, on est dans la pensée positive. Nous, on n'est pas dans de la pensée positive, on est dans de la psychologie et de la pédagogie positive. Donc, il y a cette question de quelles sont tes ressources, comment tu les mets en œuvre, comment tu les actives. Et si tu attends juste qu'on vienne sonner à ta porte pour te dire tu voulais être astronaute, c'est aujourd'hui, suis-moi. Eh ben, ça va pas se passer comme ça du tout, tu vois. Donc, il va falloir vraiment dire. Moi, souvent, je leur dis, voilà, qu'est-ce que tu aimerais faire ou est-ce qu'il y a un rêve que tu souhaites réaliser? Donc, ils me disent ce qu'ils veulent. Et je dis, mais est-ce que tu t'es renseigné pour savoir comment on fait? Et donc, il dit, non, je dis, ah, bah alors, il faut vraiment que tu te renseignes, tu vas chercher. Alors, donc, je leur fais une petite ordonnance, ou en tout cas une prescription plutôt, de, Comment réaliser mes rêves? ouais, c'est ça. Donc, voilà. Alors, si je veux faire ça, c'est quoi le prochain pas, le prochain, pour arriver au bout, ou pour en chemin se dire, oh non, finalement, c'est pas aussi chouette que je l'imagine dans ma tête. Mais en tout cas, de dire, bah, tu peux pas juste le rêver, il faut que ça passe par ton corps et qu'il y ait une action, quoi, qui se fasse. Donc, c'est ça aussi, c'est d'amener à mettre en mouvement des enfants que moi, je trouve actuellement, pour certains, plutôt paralysés. Soit parce qu'ils ont peur de se tromper, soit pour mille autres raisons, mais ils sont plutôt figés, quoi. Je sais pas comment tu le vois, toi, de ton... Ben justement, est-ce que je peux ajouter une nouvelle Oui, idée? bien sûr. Euh, En fait, l'école, c'est pas sexy. C'est-à-dire que si tu compares ça avec le téléphone portable, le GSM, comme on appelle ici en Belgique, au Luxembourg, tu vois, c'est pas sexy parce que sur les réseaux sociaux ou le téléphone, tu obtiens immédiatement du plaisir. C'est-à-dire que tu fais ton action. Je disais, l'idée, c'est de les mettre en... Donc, ils se mettent en action et ils récupèrent de manière rétroactive du plaisir quasi immédiat. Ce qui sécrète dans leur cerveau de la dopamine et tout plein de trucs chouettes, mais super addictifs. L'école, c'est pas sexy. L'école, tu te mets en action et en fait, tu récupères pas du plaisir immédiat. Le plaisir, il est différé. Et parfois, il est différé de longtemps. Et parfois, il y en a, parfois, ton plaisir, ce serait le résultat de réussir. Et en fait, le résultat de réussir, tu l'as pas. Donc, en fait, il va falloir que tu trouves le plaisir dans la progression et pas dans le résultat. Donc, ça, c'est une des choses qu'on accompagne l'enfant à acquérir. Euh, et donc, l'école, ça prend du temps, c'est pas immédiat. Apprendre, prendre pour soi, hein, apprendre, ça prend du temps. Et donc, ça, c'est à contre-courant de tout ce qui se fait là-dehors, prendre du temps. Et en plus, c'est pas, comme je disais, c'est pas plaisant immédiatement. Donc, nous, parce que si tu ne vois le plaisir que dans le résultat, je veux dire. Donc, Oui, nous, en tant que praticiens en psychopédagogie, on dit, ben non, en fait, le plaisir, tu l'as pas que dans le résultat. Bien sûr que tu as du plaisir dans le résultat. Et tu peux être fier de toi. Euh, quand un élève arrive avec des mauvais résultats ou des résultats qui ne sont pas ceux qui sont attendus ou espérés, je demande toujours, OK, on est honnête l'un avec l'autre. T'as bossé ou t'as pas bossé? oui, c'est ça, c'est vrai. On va commencer par ça, en fait. Parce que si tu me dis que t'as pas bossé, right, Non, plus de c'est cool. conséquences. Enfin, il n'y a pas de... Oui, Et donc pourquoi t'as pas bossé? On peut travailler là-dessus. Et encore pas le pourquoi t'as pas bossé, mais le comment on peut faire pour que tu t'y mettes, ce qui est quand même plus utile. Et puis, si l'enfant me dit non, non, mais moi, Céline, j'ai passé tout mon week-end, tu vois que c'est douloureux parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts, justement, beaucoup de plaisirs oui. différés. Mm, Tu vois, c'est comme si moi, on me dit, Céline, il faut que tu te lèves ce matin pour travailler, demain matin, là, quand je vais venir accueillir les enfants ici, c'est pour ta pension dans 30 ans, c'est pour ta retraite dans 30 ans. Le plaisir, il est si différé que ça va pas être ça, mon levier de ça ne motivation. peut pas te motiver, bien OK? sûr. Et donc, on comprend bien que si le plaisir est trop loin de l'action, ça ne peut pas être un levier de motivation. Donc, Effectivement. nous, notre pari, et notre réussite, je trouve, avec la psychopédagogie possible, c'est de remettre du plaisir
dans le fait même d'apprendre, Oui. pour ne pas devoir être en attente de ce résultat plaisant et pouvoir finalement avoir cette dose de Mm. dopamine, d'ocytocine, de sérotonine et autres au moment où on travaille seul ou ensemble. Euh, J'allais presque dire, c'est le parallèle avec les parents. Quand on est parent, le résultat, il viendra bien après. Moi, j'ai des enfants qui sont grands et je te garantis que c'est génial. C'est parce qu'on a tout d'un coup la reconnaissance qui nous revient. Ils nous disent combien notre éducation était géniale, etc. Alors qu'au moment où ils étaient petits ou qu'on avait les mains dans le truc, il y a des moments où c'était décourageant. Donc, si on est juste sur le résultat, on se dit immédiat, pourquoi est-ce qu'on a fait des enfants? C'est un moment d'égarement, on n'aurait pas dû. c'est ça. Et si on profite, comme tu le dis, du plaisir d'être ensemble, de trouver, malgré des contrariétés du quotidien, de trouver des moments qui sont des moments où on est bien, où notre enfant, il va dire des choses, on va le voir tout d'un coup faire quelque chose qu'il ne faisait pas avant, etc. Et si on est en capacité d'apprécier ça, ben le chemin de parents, il sera plus facile. Donc c'est la même chose en fait, sur, que ce soit l'apprentissage ou l'apprentissage d'être parent pour attendre un résultat au bout. Euh, on est dans cette démarche-là de retrouver, aussi d'aider à changer le regard sur les choses. Et à nos collègues enseignants, je peux dire la même chose parce qu'il y a quand même euh, quelques praticiens qui donnent des formations pour les enseignants aussi. Et c'est ça qu'on essaye de transférer. C'est aussi ce plaisir. Prenez du plaisir dans vos classes. Prenez du plaisir à enseigner à chaque heure avec les enfants. Moi, je leur souhaite toujours beaucoup de plaisir dans les classes. Alors, des fois, ils me regardent un petit peu en disant, bah, elle est bizarre, la madame. Mais si toi, si moi, j'avais pas de plaisir à recevoir les jeunes en séance, ça serait extrêmement mécanique. Puis Comme, ça se sentirait, je pense, ça se oui, sent. c'est ça. Et c'est pas ça qu'on souhaite offrir au niveau de la posture éducative. Les enfants, aujourd'hui, ils ont de moins en moins d'interactions de qualité. On voit comme quand parfois ils se retrouvent à jouer chacun sur leur téléphone ou leur ordinateur. Donc maintenant, les écoles finissent par interdire les téléphones et avoir des politiques assez strictes pour que le jeu et le plaisir reviennent dans les cours de récréation, même dans les collèges-lycées. L'idée avec les séances en psychopédagogie, c'est aussi de remettre de la qualité relationnelle De l'interaction, de retrouver. On a quand même un moteur en psychopédagogie positive qui est le moteur de la joie. La joie, c'est pas intellectuel, pas du côté cognitif, la joie. La joie, c'est dans le corps et ça s'active. Et donc, plus on l'active, plus on a envie de l'activer parce que là, pour le coup, la joie, ça te donne tout ton shoot de chimie joyeuse, ocytocine, dopamine, etc. Là, tu n'as pas besoin d'en prendre en complément, quoi. Donc nous, c'est ça aussi, c'est cette joie-là qu'on amène, quelle que soit la situation, même si la situation au départ peut être difficile, douloureuse, etc. On va amener un petit peu de joie pour décaler, changer le regard, retrouver de la confiance, etc. Et c'est ça qui fait que, effectivement, la majorité des praticiens, praticiennes en psychopédagogie positive, même la totalité, ont ont cette chose-là en eux. Quand les parents viennent, ils disent, ah, c'est vraiment, c'est en ça qu'ils disent, c'est pas pareil hein, chez vous, on se marre, bah oui, bah heureusement, je vais pas en plus, moi je fais un métier que j'adore, je vais pas m'ennuyer, je vais pas faire la tête toute la journée, moi j'ai besoin aussi, très égoïstement, de faire quelque chose qui m'amène de la joie. Je sens que je contribue, la Et séance, là, regarde, ouais, c'est ça, oui, oui, je vois, ouais, ouais. derrière, elle est là. Ouais, Euh, Donc on a ça vraiment, on a ça dans cette démarche et qui est une démarche aussi très créative puisqu'en fait en fonction des enfants qu'on va avoir ou des ados, etc., on va devoir imaginer et co-construire ensemble un chemin jusqu'à ce que, hop, il ait plus besoin de nous et il s'en aille. Je sais pas. c'est ça. Et il faut les laisser partir. Il faut les laisser partir. Moi, parfois, je dis, mais t'es sûr que tu as encore besoin de moi là? Parce que moi, je trouve que tu vas très très bien. Oui, mais je dis, mais tu sais que ici, tu peux revenir quand tu veux. Je sais pas si c'est pareil pour toi, mais il y en a qui ils veulent pas lâcher le truc alors qu'on a. J'ai une jeune fille qui a 9 ans maintenant. Mm. Euh, cette année, elle vient me voir qu'une fois par mois. Oui.
Mais tu vois, l'année dernière, elle venait me voir beaucoup plus régulièrement. Et puis, elle a plus besoin, mais quand même, elle aime quand même bien. Et donc, elle vient quand même me voir une fois par mois, une fois toutes les 6 semaines. Ça lui permet de garder, tu sais, c'est un peu, je prends mon autonomie, je grandis, mais je sais que je suis en sécurité. Bon, elle a encore besoin de ça. C'est vraiment très intéressant. De ce point de vue-là, moi, c'est un métier que j'adore, même si je suis sollicitée pour plein d'autres choses, c'est des rendez-vous privilégiés comme ça. Oui, Euh, c'est ça. Toutes les deux, on intervient aussi sur de la formation ou des interventions, même en entreprise, etc. Mais moi, je trouve que la, les séances à deux, enfin, bon, avec les parents aussi en fin de séance ou début de séance, mais les séances en individuel, ça amène quelque chose en plus dans notre pratique. Ça fait vraiment du bien, ça nous enrichit autant que j'espère ça enrichit ceux et qu'on a. ça donne la pêche. Des fois, on me dit, mais où est-ce que vous trouvez toute cette énergie pour faire tout ce que vous faites? Ben, en fait, elle est dans l'activité même, l'énergie. Ouais, c'est vrai. Ah, super. Si tu Voilà. avais, pour conclure notre conversation, là, si tu avais un conseil ou quelque chose à adresser aux parents, à leur dire, ça serait quoi? De poser un regard de tendresse sur les enfants. Même quand c'est difficile, même quand de se rappeler ben, de l'immaturité du cerveau des enfants, de leur fragilité, de reposer ce regard de tendresse. Et puis, comme je disais tout à l'heure, parfois quand c'est trop aussi pour les parents, parce que ben, on s'accueille aussi comme on est, ben, d'aller respirer, d'aller faire un tour et de poser un regard de tendresse sur soi. Sur Mais soi-même? sur soi-même, et puis pour pouvoir, parce que le plus grand ennemi de la bienveillance, c'est la fatigue. Quand on est fatigué, on se régule beaucoup moins. Et du coup, je pense que vraiment la clé, c'est se prendre soin, comme j'ai dit tout au long de l'entretien, prendre soin des autres, prendre soin de soi, essayer de trouver cet équilibre-là, même si que quand on est parent, on a quand même beaucoup tendance à être tourné vers l'enfant parce que on a des enfants désirés, des enfants qui sont là et qu'on accueille dans nos vies. Et donc voilà, toujours revenir à ce regard de tendresse et à cette force d'amour-là. Et je pense que il faut beaucoup d'amour pour aimer. Et je pense, c'est vrai, hein, et je pense qu'en tant que parent, en tout cas, moi, c'est une phrase que je me répète souvent. Ah oui, il faut l'activer. Et si tu devais adresser, pareil, un conseil ou quelque chose à des personnes qui se questionnent, qui ont soit envie d'enrichir leur pratique en se formant à la psychopéda, soit de se reconvertir parce que ça a du sens pour eux, qui sentent que à cet endroit-là, voilà, ils vont être à leur place, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, par rapport à ton expérience? De bien savoir pourquoi ils font les choses. Parce que je pense que ce qui est important, c'est d'être cohérent. Parce que les enfants ou les ados, ils viennent gratter sur les incohérences, hein. Oui, c'est Et vrai. donc, je pense que le fait d'être cohérent sur pourquoi je fais ce que je fais, et puis ne pas faire ça pour attendre quelque chose des enfants ou des familles en retour. Il y a des enfants ou des familles qu'on accompagne, les parents serrent la main, ils disent merci. Nous, trouve qu'on a fait un amazing job avec l'enfant, qui va mieux et tout. Pour les parents, ben voilà, on est un praticien parmi d'autres, chez qui viennent chercher un service. Et c'est aussi ça. Donc, je dirais à bien mettre la limite entre pourquoi je fais les choses, l'empathie, la sympathie, et puis après, bah, y aller, quoi. Moi, je Ouais. suis une femme d'action, hein, tu sais, donc Oui, 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 au oui. bout d'un moment, quand tu veux faire du bien aux autres, bah, faut y aller.
Oui, oui, puis tu as absolument raison sur cette question de la reconnaissance. On ne peut pas faire ce job en espérant avoir de la reconnaissance ou la reconnaissance qui va nous sécuriser. Si on n'a pas cette sécurité de départ, il faut aller la travailler avant. C'est Nous, c'est ça. pour ça qu'on a vraiment, On fait pas ça pour être aimé, hein. ouais, dans notre dossier de candidature, on pose des tas de questions, etc., pour être sûr que la personne est bien dans l'axe, qu'elle a bien travaillé ses sujets, et de manière à pas, voilà, on ne vient pas chercher de la reconnaissance, on ne vient pas se reconstruire sur le dos de ceux qu'on accompagne. Tu as raison. C'est ça. Céline, merci beaucoup, Toi. merci infiniment. Toujours extra de discuter avec toi, même si on a discuté ensemble il n'y a pas si longtemps que ça, pour tout dire, sur notre projet. Et donc, bah, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous retrouverez toutes les infos sur Céline dans la brochure que vous pourrez télécharger gratuitement et aller creuser et voilà, aller voir tout ce qu'elle fait de merveilleux. Et je vous dis à bientôt pour une autre conférence. Merci.